on glorifie toujours beaucoup les gens qui partent à la découverte, c'est vécu comme quelque chose de positif et puis moi, plus je vais de l'avant, plus je trouve que les gens qui restent, ils ont tout autant d'honneur parce qu'il faut, en restant, il faut s'adapter à des changements. Enfin, il faut aussi mouvoir quelque part, mais plutôt dans sa tête ou dans ses habitudes. Mona lira et ne figera pas les êtres dans un état ou un schéma. Mona lira ou pas. Mona lira ici et là. Mona lira à haute voix. Mona lira avec toi. Mona lira partout où que l'on soit. Mona lira avec les yeux, les oreilles ou les doigts. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis malvoyante et, signe particulier, j'adore la lecture. J'anime Mona lira, le podcast de la médiathèque numérique accessible monalira.org. Mona lira met à disposition des livres en coloration syllabique, grand caractère, audio avec ou sans texte synchronisé, braille numérique, langue des signes française et plein d'autres formats pour les personnes empêchées de lire les livres imprimés du commerce en raison d'un handicap. Tous les mois, je vous propose une heure d'échange avec un auteur, une autrice ou une personnalité du monde littéraire. On y parle des œuvres, de comment elles se créent et de littérature sous toutes ses formes. Parce que la lecture est une passion qui rassemble, quelle que soit notre façon de lire. Pouvoir lire autrement est un droit. Mona lira est la médiathèque numérique qui y pourvoit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Mona lira, le podcast de la médiathèque numérique accessible éponyme. Aujourd'hui, Mona lira avec Marie-Jeanne Hurek. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Céline. On va parler ensemble du dernier tome du triptyque que Marie-Jeanne a publié entre 2018 et 2025, à savoir dernier tome qui s'intitule « Leur grandeur amputée », un petit roman publié chez Elis Hélas, comme les 2 premiers tomes de la trilogie, qui compte 125 pages et qui, en lecture audio, dure un peu plus de 2 heures de temps. Il fait suite à La Terre tremblante, publié en 2018, qui a figuré au titre retenu par le roman des romans en 2018, et également au 2e tome qui s'intitule K comme almanach. On pourra rediscuter de ce titre au cours de notre échange, lui paru en 2022, qui lui aussi a figuré au prix du roman des romans. Leur grandeur amputée, donc 3e volume de ce triptyque, d'ailleurs pas trilogie. Peut-être qu'on peut déjà s'arrêter sur cette distinction avant de te présenter en quelques mots. Oui, alors c'est pas une trilogie parce que ces livres peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre, ils reprennent pas vraiment des personnages similaires, c'est plutôt une atmosphère qui est pareille, un questionnement au monde qui ont fait que c'est un triptyque, enfin c'est au fil de l'écriture du 2e que je me suis rendu compte que quand même il y a pas mal de thématiques semblables avec le 1er et puis en écrivant le 3e, je me disais oui, ce sera un triptyque donc il y a beaucoup de on va revenir je pense, mais il y a beaucoup de choses en commun dans les 3, plutôt au niveau de l'atmosphère et des thématiques, voilà pourquoi c'est pas une trilogie. Effectivement, beaucoup de thématiques semblables entre les 3 romans. On va évidemment en parler tout au long de cette heure passée ensemble et possiblement de l'heure de club de lecture qui suivra avec nos auditeurs et auditrices. Peut-être quand même te présenter en quelques mots. Tu es né le 4 juin 1976 à Lausanne et tu mentionnes régulièrement avoir dans tes poches un permis de conduire de Legoland. Alors j'aimerais beaucoup t'entendre sur la question de ce permis de conduire. Comment est-il arrivé là et pourquoi un permis de conduire de Legoland ? Ça fait partie des papiers absolument indispensables à avoir dans sa vie, que je garde précieusement à côté de mon passeport et puis de mon permis de conduire réel. C'est un permis qu'on obtenait quand on était enfant à Legoland au Danemark, que j'ai visité parce que je suis une fan de Lego. Et donc, du coup, on faisait des petits tours dans des voitures Lego et puis j'ai reçu mon permis à l'issue de ce petit tour.
Je me réjouis qu'on revienne sur cette question de la fanatitude des Lego puisque tu y fais référence notamment dans La Terre tremblante. Effectivement, une belle référence aux Lego qui apparaissent sous forme de totem. On va reparler de cette question-là un peu plus tard dans le podcast. Tu es aussi diplômé en sciences sociales à l'Université de Lausanne et ceinture orange de judo. En plus d'être documentaliste également, puisque tu es formée à la London Film School, en tant que réalisatrice. Donc, quel lien peut-être entre la littérature et le documentaire? Bon, à la base, je voulais être scénariste, donc c'est pour ça que j'ai fait cette école de cinéma et puis je me suis vite rendu compte que, l'écriture des scénarios me comblait pas parce qu'il suffit d'écrire une porte s'ouvre, et pas besoin d'être, plus spécifique et puis moi, c'est quand même les mots qui m'intéressent et puis pour moi, s'entrouvrir, ou bien s'entrebâiller, c'est pas la même chose donc j'étais un peu frustrée question scénario donc du coup, je me suis tournée vers les documentaires où il y avait pas de scénario vu que je filmais ce qui se passait et puis après, j'ai alternativement gardé, l'écriture et puis les documentaires pendant quelques années, puis maintenant j'ai complètement basculé du côté de l'écriture. Ce travail sur les mots, le fait que tu réfléchis énormément à tes phrases, tu m'en parlais en préparation de ce podcast, le fait que tu travailles sans plan, que tu détestes les plans et que pour toi, il est très important qu'une phrase, quand elle est posée sur le papier, elle soit quasiment parfaite. Qu'est-ce que tu peux dire de ce travail de rédaction? Bon, c'est vrai que j'ai pas de plan, mais je sais toujours où va arriver quand même le livre à la fin et je connais l'atmosphère. Au début, c'est ce que j'implante avant d'écrire et ensuite les personnages, ils se définissent au fil d'écriture ou ils arrivent tout simplement au fil d'écriture, au fil d'une phrase. J'ai plusieurs romans où je me suis embarquée dans une phrase qui m'a conduite dans une direction à laquelle, je m'attendais pas, puis j'ai été obligée ensuite à cause de cette phrase qui me plaisait de un peu bifurquer dans mon histoire et puis de m'accommoder à mes propres phrases et puis je trouve que c'est quelque chose d'intéressant quand on écrit parce que tout n'est pas décidé dès le départ et puis ça nous maintient quelque part un peu en vie dans l'écriture puisque on est soi-même, on s'interroge soi-même chaque jour de ce qui va arriver et d'où on va arriver à la fin de la journée avec nos phrases. Tu dis qu'il y a cette importance de la phrase de départ dont on ne sait pas toujours où elle va nous mener, même si on a quand même une bonne idée de la direction où on veut aller. Ça m'évoque cette phrase qui se trouve dans, en l'occurrence, K pour Almanach. Euh, Changer de vie n'est pas un problème pour qui a un bon sens de l'orientation. Et est-ce qu'il t'est arrivé, une fois ou l'autre, en cours de lecture, de te dire: «Ah bah tiens, là, ça prend une direction que j'aurais pas envisagée au départ»? Oui, alors, tout à fait, oui, j'ai un exemple dans Des accessoires pour le paradis, c'est un autre alors c'est pas dans ce triptyque, c'est un autre roman, plus antérieur, où là, c'était une scène à table avec une famille et puis tout d'un coup, je sais pas, je sais plus pourquoi, mais il y avait une phrase qui me plaisait où il y avait une chaise vide à côté. Je sais plus comment elle est la phrase, mais c'était ça l'idée. Du coup, j'ai dû m'accommoder avec cette chaise expliquer pourquoi il y avait une chaise vide et puis du coup, il y a un enfant qui avait disparu dans l'histoire et puis ensuite, une grande partie du roman s'est focalisée sur cette disparition et du coup, voilà comment une phrase m'a amenée dans un endroit, que j'avais pas prévu d'explorer. À propos d'endroits qu'on n'a pas forcément prévu d'explorer, ton troisième roman, le troisième du triptyque en l'occurrence, Leur grandeur amputée, démarre d'une manière très particulière puisque et ça se retrouve dans le deuxième notamment de la trilogie K comme Almanach, on va se retrouver avec un certain nombre de personnes, une famille en l'occurrence, qui cherche un nouvel endroit où se loger dans des circonstances assez particulières. Donc, tu mets toujours beaucoup d'importance à la manière dont tu soignes tes incipits, donc tes premières phrases, tes premières pages d'ouvrage, l'entrée, l'atmosphère finalement, la pose de l'atmosphère dans le roman. Je te propose qu'on découvre ensemble l'incipit, ces premières phrases de Leur grandeur amputée. Là-bas, tout au fond du cul-de-sac, de l'impasse, où tout se vole, se dérobe, les baisers comme les poches, pissoir à humeur, fosse à rumeur, oubliette vespérale, où le crépuscule prélude au jour comme à la nuit, se dressait, plus ruine que monument, l'immeuble du mort. On sera bien là.
Oui, maman. D'abord, évoquer la ténacité de celle qui, sans plus d'identité qu'une mère, parcourut les annonces mortuaires, puis la ville tout entière, derrière un corbillard d'où pendaient des casseroles du ménage, sirène de laissez-passer, dernier hommage aux défunts, jusqu'au trou où tout se déverse, crevure, tête de chou, sparadrap, seule assurance que ce Jean Tabard, locataire d'impasse, devenu incandescent, ne se relèverait plus pour hanter ce bien dans lequel on serait si bien. Évoquer ensuite le coup de canif de l'aîné, habile et astucieux, qui leur permit d'entrer sans clé, puis la bousculade du dernier qui voulait être le premier, enfin ce salon qui distribuait 3 chambres, une pour la mère, une pour chacun des 2 frères, car jamais ils ne dormaient ensemble, même s'ils partageaient des rêves semblables. L'appartement n'avait rien de remarquable, à l'image de l'annonce mortuaire qui ne mentionnait aucun héritier, aucun être aimé, nulle trace de regret. La mère avait bien trouvé. Jean Tabard était probablement un célibataire au teint gris, à l'œil jaune, qui peinait à se démarquer de sa tapisserie et dont la seule fantaisie avait été de peindre des étoiles au plafond. Merci pour cette première lecture, Marie-Jeanne. On l'a dit, un roman qui s'ouvre sur une arrivée et sur un départ, puisqu'on quitte une adresse pour en retrouver une autre, dans une ville qui se détruit progressivement. Alors ça, on l'a pas au moment de l'Incipit, mais je le contextualise puisqu'on est dans un monde très proche de la dystopie où la luminosité naturelle du soleil, on va en reparler parce que c'est très important, cette lumière du soleil dans l'ensemble de ta trilogie et surtout dans les 2 derniers tomes. On a une lumière qui va vraiment progressivement en se délitant et avec un soleil qui est extrêmement maladif. Finalement, pourquoi toujours entamer dans les 3 ouvrages qui composent ton triptyque par un départ? Pourquoi cette question du départ systématiquement? Bon, je pense que le départ fait souvent suite à un changement. En tout cas, on le voit dans La Terre tremblante, c'est suite à un décès, le décès du père que le héros s'en va. Et puis le départ, c'est aussi... Alors, bon, dans La Terre tremblante, c'est quelqu'un qui veut explorer le monde, hein, mais c'est aussi une façon de parler de ceux qui restent, enfin, de ceux qui ne sont pas partis. Dans La Terre tremblante, c'est quelqu'un qui reste dans le village et avec qui il y aura une correspondance, enfin, pas partagée, mais une correspondance. Dans cas comme Almanach, il y a des départs pour Belgador, mais finalement, c'est pas ceux-là qui m'intéressent, c'est plutôt ceux qui restent qui m'intéressent, sur cette terre où tout le monde s'en va. Et puis effectivement, dans leur grandeur amputée, il y a eu un changement, il n'y a plus de magasins. Et puis les gens, c'est le départ plutôt d'une ville, c'est le départ d'une certaine norme de vie, c'est le délitement des valeurs des gens qui s'en vont. Et puis d'un autre côté, c'est la mère qui est là et avec des valeurs qui restent aussi. Donc cette notion de départ, pour moi, elle s'inscrit avec son pendant creux, qui est celui de ceux qui restent, quoi. Et tu t'intéresses toujours à ceux qui restent dans tes romans au final, puisque ceux qui restent, il y a, comme tu le mentionnais très justement, l'ange boiteux dans La Terre tremblante, qui est finalement cette femme qui est très attachée à Bartholomé de Ménibus, qui lui prend la route et à un moment donné, elle décidera de partir sur ses traces pour le retrouver. Dans cas comme Almanach, tu t'intéresses à Simon le lampiste et à l'enfant qu'il a adopté, le perdu retrouvé. Alors, tu fais beaucoup de travail sur les mots et beaucoup de création aussi à ce niveau-là. Finalement, qu'est-ce qui est si intéressant dans les gens qui restent? Puisque dans leur grandeur amputée, on a justement toujours, on a cette mère et ses 2 enfants et à un moment donné, quelqu'un revient qui n'était pas là. Je pense qu'on parle beaucoup, on glorifie toujours beaucoup les gens qui partent à la découverte, c'est vécu comme quelque chose de positif. Et puis moi, plus je vais de l'avant, plus je trouve que les gens qui restent, ils ont tout autant d'honneur et méritent aussi qu'on s'y intéresse parce que il faut, en restant, il faut s'adapter à des changements. Donc c'est aussi une forme, il faut aussi mouvoir quelque part, mais plutôt dans sa tête ou dans ses habitudes. Et puis, dans le cadre de cas comme Almanach, par exemple, c'est un lampiste qui reste presque seul face à la solitude, juste pour éclairer cette terre d'où tout le monde part. Et puis, ça, c'est aussi un hommage, je trouve, à des métiers comme lampiste, qui sont des métiers de devoir assez monotones comme ça, des métiers de rien. Et puis, j'aime remettre un peu en circulation, en vivacité, ces métiers dont
finalement on ne s'intéresse pas et pour lesquels on n'a pas d'intérêt parce que les gens ne bougent pas, les gens ne voient pas des choses grandioses, ne découvrent pas des nouvelles terres. Enfin, c'est pas dans l'air du temps, on est dans un air de temps très rapide où on doit beaucoup changer, beaucoup voir et puis moi je préfère une certaine lenteur. C'est très intéressant ce que tu dis et ça nous amène possiblement à une question qui est celle de la définition du genre littéraire dans lequel classer ton œuvre, en tout cas ce triptyque, pas forcément les autres romans que tu as rédigés jusqu'ici, parce qu'on pourrait lui accoler un certain nombre d'étiquettes, mais aucune ne remplit complètement les conditions du genre. On pourrait dire que ton roman, entre dans certains aspects, sous certains aspects, dans la catégorie de la science-fiction, mais on est dans une science-fiction qui n'est absolument pas technologique. Enfin, en dehors de la navette spatiale qui va vers Belgador et qui décolle régulièrement de cette fameuse ville dont on ignore le nom d'ailleurs dans Cacum Almanach, on a une technologie qui est extrêmement absente ou alors effectivement, on a de l'électricité certes, mais on n'est pas du tout dans, du space opéra, dans leur grandeur amputée. On a des noms de gaz que tu utilises assez régulièrement, l'argon, on a la mention mercure et cetera, bon qui n'est pas un gaz du reste. Hem mais c'est vrai que, tu n'es pas du tout dans une technologie, ultra high-tech, qu'on pourrait retrouver dans des romans de science-fiction durs. Tu n'es pas non plus dans une vraie écriture de l'absurde ou dans une vraie écriture fantastique, mais bien que, sous un certain nombre d'aspects, ton style littéraire, emploie et intègre des figures du fantastique dans un certain nombre de situations. On aura certainement d'ailleurs l'occasion, d'en mentionner quelques-unes. Et tu n'es pas non plus complètement dans le surréalisme et finalement, comment toi, est-ce que tu définirais ton style? Est-ce que toi, tu aurais envie de le définir ou est-ce que tu laisses ça à d'autres? Non, bon alors c'est clair que quand j'écris, je me pose pas du tout la question de quel genre dans quel genre je suis et puis c'est vrai que si on me demande c'est quoi parce qu'on quand on dit qu'on écrit, on nous dit: «Ah mais tu quoi comme genre?» Alors, il y a très longtemps, je disais: «C'est un peu surréaliste» parce que c'était un peu plus surréaliste que maintenant et puis c'était pour surtout pas induire les gens qui aiment le réalisme en erreur et puis qu'ils soient totalement déçus en lisant mes livres. Mais, c'est vrai que ça effectivement, comme tu l'as dit, ça correspond pas du tout, à ma définition, enfin à ce que sont mes livres donc au fond, moi, c'est beaucoup les libraires et bibliothécaires qui doivent se poser cette question de classement, pour moi, ça a pas beaucoup d'importance. Et est-ce que tu retrouves toujours tes livres au même endroit en fonction des librairies dans lesquelles tu te rends? Alors, j'avoue que je vais jamais, je vais jamais voir où sont mes livres. J'imagine qu'ils sont quand même, souvent en littérature suisse, sous la lettre U et puis, mais c'est vrai que je vais jamais voir. Tu parlais du métier de lampiste, on va en parler parce que ce métier a une place importante à la fois dans, le roman Leur grandeur amputée, même s'il n'a pas une place centrale, mais il a une place centrale dans le deuxième tome de ton triptyque, K comme almanach, puisque c'est le métier exercé par le protagoniste principal qui s'appelle Simon et qui va retrouver cet enfant au bord du lac Mer. Donc aussi, c'est de nouveau un néologisme inventé par toi pour définir une étendue d'eau dont on ne sait pas trop bien ce qu'elle est. Pourquoi finalement lampiste? Ça m'a tout de suite fait penser à l'allumeur de lampadaire dans Le Petit Prince et effectivement, tu m'as dit: «Dans Le Petit Prince, c'est l'allumeur de réverbère» et moi, j'avais plus du tout cette référence en tête. Pour moi, c'était vraiment l'image, que j'avais de l'illustration et là, on a senti tout de suite, on a échangé sur l'importance des mots. Pourquoi lampadaire et pas réverbère? Qu'est-ce que ça implique? Bah, c'est bon, hein, c'est vrai qu'ils font un peu le même travail. Enfin, c'est le même travail, hein et un réverbère, un lampadaire, on va se dire que c'est des synonymes. Bah, le réverbère, il marche, avec un système de miroir, le lampadaire sera plutôt avec une source lumineuse. Donc moi, je me tournais plutôt vers la source lumineuse. En plus, ça fait des références à la mythologie et puis il y a plus l'idée de lumière dans le mot lampadaire que dans celui de réverbère. Donc c'est vrai que je me suis posé la question pendant quelques heures, ça fait partie de mon travail. Est-ce que je mets réverbère ou lampadaire? Et puis enfin voilà le type de questionnement que je me pose quand j'écris un livre. Est-ce que je prends ce mot ou un autre? Et puis pour moi, ça a pas le même sens. Tu as aussi utilisé, un certain nombre de mots pour définir le soleil dans ton roman, enfin dans tes romans.
tu parles beaucoup du crépuscule. Énormément du crépuscule. Déjà, dans la terre tremblante, on y fait beaucoup moins allusion au soleil que dans les 2 autres volets du triptyque. Mais une des premières, je dirais, confrontations avec un crépuscule, hors du village, que va faire, Bartholomé de Bénibus, c'est une projection, donc c'est même pas un vrai coucher de soleil, mais c'est une projection d'un crépuscule dans un village, assez particulier, dont on vous dira pas beaucoup plus, parce que c'est pas le thème du podcast aujourd'hui, mais qu'on vous laissera découvrir. Et ce crépuscule est projeté et s'éternise. Lui trouve ça absolument fascinant, le fait que ça dure très longtemps, parce que lui, dans son village de montagne, le soleil, c'est, on allume et on éteint comme une ampoule. Et donc tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus de cette fameuse ampoule, interrupteur, extinction, allumage. Et là, le crépuscule tire en longueur et un enfant qui le voit un peu ébahi devant le coucher de soleil et profiter de ce moment, lui dit: «Ah, tu trouves pas que le soleil, il ressemble à du chewing-gum? Il s'étire en longueur». Pourquoi cette importance mise sur les crépuscules et beaucoup plus d'ailleurs, positivement sur ces crépuscules qui s'étirent que, sur, finalement, la luminescence du soleil au cours de la journée qui, elle, on va tout de suite en parler après ta réponse, est décrite de manière beaucoup moins positive que ces crépuscules qui tendent à s'étirer. Bon, bah, déjà, le crépuscule, c'est un peu un moment charnière dans la journée, 2 heures d'après-midi, ça a assez peu de signification, tandis que le crépuscule, bon, ça dépend des heures dans la saison, mais c'est un moment charnière entre jour, obscurité. C'est aussi, si je m'abuse, le nom qu'on donne aussi avant l'aube, donc c'est aussi ça dit à la fois le début de la nuit, mais aussi la fin de la nuit. Et puis c'est beau, tout simplement, c'est un moment un peu suspendu comme ça, en 2 moments où on fait pas du tout les mêmes activités quand c'est le jour et que c'est la nuit, donc il y a deux mondes qui s'affrontent là, donc pour moi, c'est vraiment un moment qui est plein de symboles, quoi, et beaucoup plus qu'un après-midi à 3 heures de l'après-midi en plein été où pour moi, c'est l'horreur, quoi. Qu'est-ce que tu y mets comme symbole dans ce crépuscule au-delà du beau? Bah, justement, un moment charnière, une sorte de temps suspendu en deux mondes qui sont totalement différents, on va se mouvoir de manière totalement différente dans l'un ou dans l'autre. Et en comparaison, donc on parlait de ce fameux soleil, qui, dans la terre tremblante, est, mentionné en tout cas, en termes de luminosité jour-nuit, de passage du jour à la nuit comme étant vraiment un passage «on-off» entre guillemets, de on allume, on éteint, c'est comme une ampoule. Cette, fameuse, heu, comparaison entre le soleil et une ampoule qu'on allume et qu'on éteint, on l'a aussi dans, leur grandeur amputée, puisqu'à un moment donné dans le texte, tu mentionnes que le soleil n'éclaire guère plus qu'une ampoule. Pourquoi cette comparaison entre, le soleil et la source d'électricité finalement, et puis l'ampoule qui est vraiment là, en l'occurrence, une ampoule très faiblarde? Ouais, alors faut se dire que dans le triptyque, il y a un peu, une évolution justement de la lumière. Dans la terre tremblante, c'est quelque chose d'assez encore normal, hein. Il y a jour-nuit, comme avec des étoiles et normalement. Il y a du soleil qui apparaît, notre soleil qu'on connaît, et puis dans Cacom-Almanach, ce soleil, il commence déjà à devenir obèse, c'est un peu pour moi une manière de marquer le temps aussi, puisqu'on sait que notre soleil dans quelques milliards d'années, ben, va grossir, devenir, une géante rouge, et puis, voilà, donc c'est pour montrer qu'on n'est plus exactement dans notre temps à nous, donc dans ce livre. Et puis là, il commence, puis dans le dernier, dans La Grandeur amputée, on est déjà dans un peu un soleil qui est mourant, quoi, qui est plus là, et puis qui est remplacé par le néon, en fait. Et clairement, dans Cas comme Almanach, tu le décris toujours par des termes négatifs, hein. Le soleil est bouffi, il est obèse, hem, il a une présence sanguinolente, il est bedonnant et violacé. Enfin, on sent qu'il est vraiment en mauvaise forme, ce soleil. Ouais, il est en mauvaise forme parce que ça montre effectivement une évolution dans le temps de notre planète où ça va pas aller vraiment franchement vers le mieux. Puis aussi, on regarde Simon le Lampiste qui a un travail qui est complémentaire à celui du soleil, mais comme on s'intéresse à ce lampisme, ben, c'est son travail d'électricité que j'ai envie de plus valoriser que le travail du soleil, en fin de compte. Et du reste, le rapport au temps est entretenu de manière, assez singulière tout au long du triptyque, puisque
des 3 œuvres, celle qu'on arrive le mieux à représenter en termes de chronologie, c'est clairement le premier tome, La Terre tremblante, puisqu'on sait que le roman débute un 8 mai avec le départ de Bartholomé de Ménibus après le décès de son père. Dans le deuxième, il est déjà beaucoup moins marqué et alors dans le troisième roman, c'est encore plus vague. En revanche, il y a une chose intéressante dans l'incipit que tu as lu tout à l'heure. Tu fais référence à un personnage qui est mentionné dans le premier volume, qui est Jean Tabar. Donc Jean Tabar qui est le mort dont mère et 2 fils vont occuper l'appartement. Mais ce Jean Tabar, peut-être, on ne sait pas, la question est ouverte et on va te la poser tout de suite, ça pourrait être le frère de lait de Bartholomé de Ménibus, qui est présent dans le premier roman, puisque ce Jean Tabar est mentionné comme étant le frère de lait de Bartholomé de Ménibus dans La Terre tremblante. C'est vrai, c'est un personnage qui n'est que mentionné, qui n'a pas vraiment de consistance dans La Terre tremblante. Et puis, au début de Leur grandeur amputée, il n'est que mentionné, on croit que c'est le mort, mais effectivement, c'est un personnage qui revient, donc qui a été faussement présumé mort, qui revient d'un long voyage à l'Océan loin, qui était effectivement le cadre du deuxième roman. Donc oui, ça navigue un peu entre les trois. C'est ça les liens dont je parlais au tout début de l'émission, qui traversent en fait ce triptyque qui n'est pas une trilogie. Et puis Jean Tabar, c'est pour les fans de François Truffaut, c'est aussi un des personnages de son célèbre Antoine Doinel. Là, je sais plus combien, 4 ou 5 films il y a eu. Donc c'est un des personnages de Baiser volé, par exemple. Donc un clin d'œil à François Truffaut, en plus de faire des liens entre tes propres œuvres. Mais là, on a quand même quelque chose qui se passe au niveau du temps, parce que finalement, on n'arrive pas trop bien à dater les choses. Comme tu le disais, dans La Terre tremblante, a priori, le soleil fonctionne plutôt bien. Les sociétés qu'on va croiser, des micro-sociétés qu'on va croiser tout au long du roman, et qui ont toutes des particularités assez spécifiques et assez dystopiques, qu'on pourrait rapprocher d'une certaine manière de la série Black Mirror pour celles et ceux qui connaissent, à savoir plutôt que de dystopie, ce serait presque de l'anticipation, dans le sens où tu pousses des fois un tout petit cran plus loin des situations existantes, ou en tout cas qu'on a commencé à expérimenter dans notre société d'aujourd'hui, comme l'élevage vertical, comme le fait de créer des vaches à hublot, comme un certain nombre d'autres choses dont tu voudras peut-être dire 2 mots. Et du coup, finalement, où est-ce qu'on se trouve dans cette temporalité? Puisque dans Leur grandeur amputée, on est dans un monde où le soleil est en train de mourir, mais pas du tout dans La Terre tremblante. Non, alors pour moi, les choses sont aussi assez cycliques, hein. Donc il y a des choses qui reviennent. Voilà, la forme, elle est aussi assez circulaire. Et puis je l'imaginais aussi un peu comme la Divine Comédie, comme une sorte de alors là, ce serait pas enfer, purgatoire, paradis, ce serait plutôt paradis, purgatoire, et on finit par l'enfer dans Leur grandeur amputée. Donc voilà, avec aussi effectivement un temps qui se délite aussi, comme dans Leur grandeur amputée, c'est vraiment le roman le plus sombre en termes de lumière, hein, pas dans le contenu, mais en termes de lumière. Et puis où il y a vraiment des choses, la ruine des immeubles et tout, il y a le temps qui fiche le camp, la lumière qui fiche le camp. Enfin, c'est vraiment une sorte de fin, mais ça veut pas dire que on est sur une évolution, pour moi, rectiligne. Je vois plutôt ça comme quelque chose de circulaire. C'est intéressant que tu parles de cette déliquescence, parce que tu as la circularité du temps, mais tu as justement ce monde qui se désagrège petit à petit. On part d'une société presque normale dans La Terre tremblante, avec des particularités qu'on n'aimerait pas forcément vivre malgré tout. Et pour arriver dans Leur grandeur amputée, une ville littéralement qui vraiment s'écroule, et où finalement la nature, qui est très présente quand même dans Cap comme Almanach, a vraiment disparu. En tout cas, c'est pas ce sur quoi tu mets l'accent dans le roman, et où tout tourne, en l'occurrence dans ce roman, sur la recherche d'un frigo. Alors pas tant d'un frigo, parce que le frigo va s'obtenir assez vite au final, et assez rapidement au début du roman. Mais par contre, le fait de pouvoir le faire fonctionner, ce frigo, ça va être une autre paire de manches, et on va avoir une mère
très mère nourricière, mère louve, qui va tout faire pour trouver finalement les pièces manquantes de son frigo qui ont été disséminées, un peu aux 4 vents, et c'est le cas de le dire. Hem Chez différents, carambouilleurs, en l'occurrence, qui sont des gros escrocs et des escrocs au féminin, d'ailleurs aussi, parce qu'il y a pas de féminin pour le terme escroc, c'est intéressant. Escroc. Escroc, voilà, non mais ça ne se dit pas. Ouais, Mais ça pourrait être une belle invention, soit dit en passant. Et du coup, hem on a donc, cette ville qui se détériore, cette mère qui cherche, des pièces, dans un monde extrêmement sombre, sans lumière. Elle chasse beaucoup en fin de journée aussi, va dans un monde où il y a peu de lumière, mais finalement, il faut quand même qu'il y en ait un minimum parce que sinon on peut pas faire d'affaires, on peut pas, même des affaires louches, il faut quand même qu'on voit quelque chose. On se rend compte à un moment donné, dans, leur grandeur amputée, il y a une panne totale de courant, un vrai blackout, et là, en fait, tout s'arrête parce que même les affaires, on ne peut pas les faire quand il fait noir, en fait. Il faut quand même qu'un minimum de lumière puisse, opérer de façon à ce qu'on sache exactement ce qu'on est en train simplement d'échanger, ou ce sur quoi on est en train de faire affaire. Mais ce qui est très intéressant dans ce roman, et dans ceux qui précèdent, c'est aussi ton rapport à la verticalité. Tu travailles énormément sur cette question de la verticalité qui s'effondre, ou de la verticalité vers laquelle on s'élève, hein, de manière générale, c'est très, très présent cette question, soit d'aller vers le haut, soit de la hauteur qui progressivement s'étiole ou perd des étages, et cetera. Bah, c'est notamment le cas dans leur grandeur amputée, où les immeubles sont entamés par des gens qui, heu donnent des coups pour obtenir les fers à béton, pour obtenir des baramines, et cetera, et qui, au final, font que des pans entiers d'immeubles, de maisons s'écroulent, pour potentiellement ensuite voir les maisons se reconstituer. Pourquoi ce travail sur, la hauteur, et je dirais le fait de faire monter, les gens vers le haut par des ascenseurs notamment, entre autres, et cette problématique d'immeubles qu'on voit progressivement se réduire. mais je pense que c'est un de nos rapports fondamentaux à notre humanité, c'est le regard vers le haut. Donc on est sur terre et puis, qu'est-ce qu'on a tous fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est regarder le ciel, regarder les étoiles, et puis ça arrive à cette question: «Mais d'où vient-on?» Enfin, on a l'impression que des réponses pourraient se trouver là. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous anime, dès qu'on est là, que ce rapport à la verticalité. D'ailleurs, on se met à marcher, on se lève, on regarde, les adultes, quand on est enfant, donc on est poussé toujours vers le haut. Après, cette destruction, ben, c'est un peu ce qui arrive avec le chaos, en fait, et puis c'est ce que j'avais envie de décrire dans Le Grandeur amputée, c'est que se passe-t-il? Ben, en l'occurrence, quand il y a plus de magasins, comment, décrire ce chaos? Et puis le chaos, c'est la destruction, et puis c'est la destruction, ben, là, physique d'immeubles, donc la redescente vers le bas. Puis je pense que l'être humain, il est toujours en train d'osciller entre ces 2 positions, terre-ciel. On les trouve d'ailleurs dans la Genèse, ou dans la théogonie, enfin dans n'importe je pense, enfin je connais pas tous les mythes fondateurs de tout le monde, mais je pense que c'est une constante qu'on trouve, et puis que je mets en valeur, mais de manière vraiment, inconsciente dans mes livres. Et puis c'est aussi pour ça que la lumière est si importante. Pour moi, c'est aussi quelque chose un mythe fondateur, enfin, et la lumière fut dans tous les mythes, il y a cette lumière, c'est grâce au feu qu'on est là, donc pour moi, c'est vraiment un rapport au monde, à notre cosmogonie, qui est d'écrire ces verticalités, et puis, cette verticalité qui a aussi une sorte d'infinitude, alors que l'horizontalité, ben, de par la courbure de notre terre, ben, fait qu'il y a quand même une finitude là. Donc c'est ce jeu entre ces 2 questionnements. Du reste, c'est assez intéressant ce que tu dis par rapport à ce lien avec la théogonie, et cetera, parce que dans La Terre tremblante, le terme que tu utilises pour parler d'un ascenseur, c'est dans, la scène où il y a un élevage vertical dans une des villes qui peut rappeler une ville notamment d'Asie, où on fait entre autres aujourd'hui ce genre d'expérience pour gagner de l'espace, et on se rendra compte, dans ce volume, que, les animaux ont plus de place que les humains. C'est assez intéressant également. Tu parles non pas d'un ascenseur, tu utilises le mot paternoster. Ouais, parce que si je ne m'abuse, c'est un autre système que l'ascenseur, qui est vraiment une verticalité haut, bas, haut, bas.
Paternoster a un mouvement, si je me trompe pas, qui est un peu circulaire, vu qu'il parce qu'il monte, il descend, sur une sorte d'ellipse ou je sais pas exactement comment décrire. Il y en avait un au conservatoire de Lausanne d'ailleurs, à l'époque, que j'ai vu encore fonctionner. Alors moi, j'avoue que j'ai dû chercher ce qu'était un paternoster. Alors je me suis bien doutée que c'était un système d'ascension, Ouais. mais j'ai dû chercher le terme parce que je n'avais jamais entendu parler de cette machinerie et j'avais jamais entendu le mot en dehors du paternoster qui était la Ouais. prière à l'église. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle a fait exprès d'utiliser ça en sachant Non, que c'est vraiment plus... une image parce qu'en plus je crois qu'il s'arrête pas, on monte un peu en cours de route quoi, faut Exactement, le concept descendre. en fait, c'est que c'est un alors parce que du coup après avoir été, me renseigner, c'est effectivement un ascenseur qui est en circuit Voilà, continu c'est ça. et qui, est tout le temps en mouvement et on monte en fait, pendant que l'ascenseur, fonctionne. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu utilises ce mot et plus on monte et plus on va vers, la mort, des cochons en l'occurrence puisque c'est un élevage de porcs et je me suis dit: «Bah tiens, est-ce que là, pour le coup, elle qui choisit vraiment toujours bien ses mots, est-ce qu'elle a fait exprès de se dire: "Bah tiens, plus on monte" et là on a comme la progression finalement, à l'horizontale de tes romans, plus on avance et plus on va vers la déliquescence et là ce serait plus on monte et plus on va finalement vers la mort, ou même, vers là, en l'occurrence, pour l'enfer des cochons, hein. Ouais, c'est vrai. Bon alors là, non, alors je dois dire c'est vraiment l'image de ce paternoster, uniquement ascenseur qui m'a conduit là. Il y a d'autres passages de religion, dans le Cacom Almanach, hein, puisqu'il y a une histoire avec l'eau bénite, hein, qui a des super pouvoirs dans le Cacom Almanach. Mais tu en parles d'ailleurs beaucoup de la religion, enfin beaucoup non, elle est pas extrêmement présente, mais elle est présente un peu dans les trois tomes, hein, finalement, à dose, je dirais régulière, bah, Homéopathique. pas homéopathique, c'est pas Ça le dépend les centre, c'est pas le centre du propos effectivement. Dans Cacum Almanach, on a la question de l'eau bénite, qui a une importance assez particulière là pour le coup, dans La Terre tremblante, on a la question de, notamment du père laissé au village, enfin du père, du curé, laissé au village qui donne notamment l'extrême onction aux cochons, et cetera et puis, ben, dans leur grandeur amputée, on a ces gens qui vont, à la messe le dimanche matin et qui écoutent alors plus pour le coup, plus pas vraiment des curés, selon tes mots, plutôt des prédicateurs qui, prédisent le retour de la surconsommation, enfin de la consommation de l'opulence et cetera et tu as un regard extrêmement, critique, vis-à-vis de justement de ce dimanche puisque le dimanche est un jour où la mère invite systématiquement ses enfants à faire le plus de bruit possible quand les cloches sonnent et que les gens quittent leur appartement. Oui, parce qu'en fait, bon, c'est des gens, ils vont dans cette espèce de messe, comme tu dis, mais c'est une messe qui se passe dans les caves, hein, donc ils doivent descendre dans une sorte de bunker anti-atomique, puis ils délaissent du coup leur appartement, ce qu'il ne faut jamais faire dans notre ville, dans leur grandeur amputée, puisqu'ensuite des gens viennent dans ces appartements. Donc quand ils remontent de leur sermon et souvent ils peuvent retrouver leur appartement occupé par d'autres et se retrouvent à la rue, en fait. Donc c'est très dangereux de de descendre dans les caves, écouter des prédicateurs. Donc la mère, elle dit: «Il faut faire beaucoup de bruit ce jour-là pour qu'on sache que l'appartement est habité et que personne vienne, nous piquer l'appartement». Du reste, personne ne viendra piquer l'appartement de la mère et ses 2 enfants, mais elle sera rejointe à un moment donné par une personne d'importance qui est le père des enfants. On en parle quand même parce que, il lui arrive quelque chose d'assez intéressant. Lui revient d'une longue aventure à Locé-Loin justement. En tout cas, c'est ce qu'il dit à l'ensemble de la famille quand il arrive et tu mentionnes le fait qu'il lui est arrivé quelque chose à un doigt et que c'est une espèce de pédoncule comme ça. Alors, d'ailleurs, je crois que le terme est vraiment utilisé comme ça, un pédoncule qui va repousser. Oui, effectivement, il a eu un apparemment, il est tombé sur un couteau. Donc là aussi, je joue sur le mot couteau. C'est un évidemment, c'est le mollusque là, mais dans ce couteau-là, il se trouve qu'il lui a mordu le doigt et puis il a un bout de doigt en moins et puis on sait que comme le sommeil est réparateur, bah, il va beaucoup dormir pour essayer de réparer et que ça se régénère tout seul et puis comme il dit: «Mon doigt est-il en train de repousser?» Bah, elle m'a poussé, moi, ça me fait tout de suite penser aux plantes. Donc finalement, j'ai fait comme s'il allait pousser un peu comme une fleur, repousser comme une fleur, ce doigt-là. Et là, on a vraiment, à ce moment-là, dans le roman, une apparition du fantastique parce que la première chose à laquelle on pense quand on lit la scène, c'est:
est-ce que cette personne est vraiment 100% humaine, en fait? Parce que l'emploi du mot pédoncule pour parler du doigt, on s'est dit, bah, enfin, voilà, tu fais entrer le flou justement, et c'est assez int c'est je trouve que c'est un emploi qui est assez peu commun, original, un peu surréaliste aussi comme ça, qui fait un peu penser à Boris Vian pour certaines occurrences, et on sait jamais trop sur quel pied danser parce que dans une scène très réaliste, parfois très sombre, tu fais entrer, des formes, totalement, voilà, surréalistes, parfois fantastiques. On va penser notamment, à une maison qui se balade littéralement en ville dans leur grandeur amputée, dont une pièce sur le porte-bagages d'un vélo quand même. Mais une pièce, voilà, comme une pièce de maison de poupée, mais à échelle, construite. Ouais, c'est vrai, puis souvent, j'avoue que ces images surréalistes, elles sont vraiment données par le mot. Enfin, on en revient à cette question du langage. J'ai un exemple qui me vient dans K comme Almanach où il y a le personnage un des personnages principaux qui s'appelle Madeleine et qui porte l'immeuble sur ses épaules. Alors littéralement, elle est au rez-de-chaussée et puis elle porte effectivement, donc elle a les mains prises pour supporter les étages sur ses épaules, un peu comme Atlas. Et puis, j'ai beaucoup été dans les classes avec ce livre et les élèves me disent: «Mais c'est pas possible». Alors pour eux, c'est ça, c'est une image complètement surréaliste. Je leur explique: «Mais non, en fait, c'est quelque chose qui traduit un sentiment de la réalité». C'est-à-dire que Madeleine, c'est le pendant de ma voisine qui s'appelait vraiment Madeleine dans l'immeuble, où j'habitais, et puis il se trouvait que cette, Madeleine-là, elle était un peu le pilier de notre immeuble. C'est elle qui organisait des repas, qui prenait soin un peu de tout le monde, enfin vraiment, un lien. Elle favorisait l'amitié et puis j'avais envie de rendre hommage à cette Madeleine en prenant une de ses caractéristiques qui était le fait qu'elle était un pilier de l'amitié. Alors pour moi, dans le livre, elle devient ça, c'est une image qui prend forme. Physiquement, elle est maintenant occupée par ça, mais ça représente une chose qui est humaine, qu'on connaît tous, quelqu'un qui est, une clé de voûte, dans les relations amicales, et puis ça représente en fait juste ça. Mais alors effectivement, ça présente une image qui a l'air surréaliste, mais ça traduit un sentiment qui est très humain et qui est très commun et profondément réaliste. Tu joues beaucoup entre le sens propre, le sens figuré, les expressions, et tu travailles, enfin, on sent vraiment que tu t'amuses avec la langue en plus de t'amuser avec, l'univers finalement que tu crées, qui est un beau mélange entre la science-fiction, le fantastique, le surréalisme, et moi j'aimerais bien revenir quand même sur la question des lampistes parce que, elle est quand même, comme on le disait, très centrale dans Cas comme Almanach. Et il y a une belle scène aussi avec les lampistes au moment du blackout dans, leur grandeur amputée. Je te propose qu'on, la lise ensemble. On guettait l'odeur de l'argon et du mercure, le cliquetis des clés à douille, le frottement d'un câble que l'on déroule, le claquement des électrons lancés à toute allure sur une ligne, le grésillement d'un disjoncteur. Mais rien. Les lampistes n'avaient pas encore fait leur apparition. D'habitude, ils reprenaient tout en main, en un tournement, sans remettre au lendemain. Étaient-ils partis, malades, en grève, ensevelis, anesthésiés? Dans le noir, on ne pouvait rien révéler, attendre seulement et profiter de vacances prolongées. « Réveillez-vous, c'est l'heure de manger !» L'électricité est revenue? Non, on mangera froid. Dégueulasse. Je préfère encore dormir. Rouscaillez, mes enfants, dans peu vous me demanderez l'ouvre-boîte. Entre deux phases de sommeil, le cadet se postait à la fenêtre et cherchait les contours du fer à repasser. Plus aucune silhouette ne venait donner de corps à l'immeuble, pas de veilleuse pour signaler le chasse-chien. Probablement dormait-il, hibernait-il, confiant à la nuit le rôle de sentinelle. Sans rien debout à contempler, le cadet se faufilait sans bruit jusqu'au salon, soulevait le napperon qui dissimulait la caisse, et à la barbe du père qui ronflait sur le canapé, caressait les meubles miniatures de Jean Tabard et leur donnait vie dans le noir. On le voit, sans les lampistes, rien ne se fait. Par contre, les lampistes, dans leur grandeur amputée, contrairement à Cas comme Almanach, vont commencer à faire payer leur service. Oui. Pour, simplement replonger, la ville dans, un certain éclairage. Pourquoi avoir, fait évoluer finalement le caractère, de ces gens qui pratiquent un métier indispensable, entre le tome 2 et le tome 3? Ouais, justement, dans Cas comme Almanach, c'est le lampiste, la version honorable du lampiste, avec une certaine fascination pour le sens du devoir, de ce travail qui est vraiment un travail de peu, hein. D'ailleurs, le mot lampiste, c'est aussi un mot très péjoratif pour dire quelqu'un qui est paresseux, c'est un sous-fifre
la hiérarchie, quoi. Et puis, comme les choses évoluent d'un triptyque à l'autre, ben, enfin d'un livre à l'autre, ben, dans le dernier, c'est plus noir et puis là, on a une face, plus sombre, hein, si je peux dire du lampiste qui est, bah, celui peut-être donc on peut trouver dans tout travail, celui qui veut se faire payer alors qu'il est là pour rendre un service. Donc j'avais envie de sortir un peu de cette vision angélique que j'avais donnée de celui de lampiste pour montrer le côté sombre, de ces mêmes lampistes. Mais à savoir que le rôle du lampiste, quelque part dans La Grandeur amputée, il est assumé par le rôle du gardien de l'immeuble, qui est donc le fer à repasser. C'est un immeuble qui est en triangle, puisqu'il reprend en fait un petit peu le rôle du lampiste, puisque c'est lui qui garde et c'est un immeuble où il n'y a personne et puis, il est là pour en fait le maintenir, en vie et puis c'est de la même manière que le lampiste maintenait un petit peu de la vie avec une lumière sur la terre, bah, lui il maintient de la vie dans cet immeuble. Et d'ailleurs, le passage que tu viens de lire, en dehors de la question du lampiste, fait dialoguer aussi 2 aspects, à savoir, la question du cadet, donc le fils cadet, qui regarde toujours par la fenêtre, pour observer l'immeuble d'en face, qui est ce fameux immeuble en forme de fer à repasser qui rappelle, comme, tu nous le mentionnais pendant la préparation, l'Iron Flat de New York, qui a justement cette fameuse forme de fer à repasser qui, fondamentalement est un triangle, hein, D'ailleurs les enfants dans le livre se disputent à un moment donné, l'aîné disant: «Non mais c'est un triangle». «Oui, non mais c'est un fer à repasser». «Non mais c'est un triangle». Et donc voilà, on peut débattre longtemps du fait d'être pragmatique ou d'être un peu plus poétique. Le fait est que le cadet est absolument passionné par, la vie qu'il repère systématiquement à la tombée de la nuit, en fait, dans cet immeuble, puisque la journée, il se passe pas grand-chose, mais la nuit, ponctuellement, certaines fenêtres s'éclairent. Je parle avec les mains pour, pour les personnes qui nous auraient pas en visuel, en montrant des endroits différents de l'immeuble qui s'allument, un peu voilà, comme finalement les fenêtres d'un calendrier de l'avent qui s'ouvrent sur des scènes un peu différentes. Et on a à la fois cette, version des fenêtres qui s'allument en vrai dans la ville et cette espèce de mise en abîme, donc de l'histoire dans l'histoire d'une certaine manière avec le cadet qui, reproduit la même chose avec la maison de poupée. Et encore la version des pièces de la maison des Carambouilleurs qui se baladent, de différentes façons pour être reconstituées, on n'en dira pas beaucoup plus, pas forcément dans le même ordre qu'elles auraient été, installées, de prime abord avec, voilà, un rez-de-chaussée, un premier étage et cetera. On va avoir une maison qui va être reconstruite totalement dans le désordre, c'est assez amusant. Et finalement, quel travail tu as fait autour de ce questionnement justement voilà, des différentes pièces, des étages, des maisons qui se baladent. Quel lien tu fais entre tout ça? Bon, alors déjà dans les 3 livres, il y a toujours une scène où quelqu'un est en train de reproduire soit par un dessin, enfin des 2 fois par un dessin et est en train de reproduire le monde qu'il a connu. C'est un petit peu le monde, rêvé en fait, un monde qui bouge pas, qui est sécurisant parce qu'il est, comme on l'a connu, puis comme il est dans nos souvenirs. Donc c'est un petit peu pour moi, c'est des marqueurs de temps, ces espèces de petites mises en abîme où on reproduit une scène qui est rassurante et réconfortante parce qu'on la connaît, on connaît, comment se finit cette scène-là, dans un monde qui est quand même relativement mouvant et chaotique. Donc c'est comme une sorte de point d'ancrage pour moi. Des ancrages, on en a quelques-uns et un en particulier est important, c'est quand même le rapport au livre et le rapport à la lecture, qui a un peu moins d'importance dans le 3e roman, quand même, Leur Grandeur amputée. Quoique, elle a une importance significative assez tard dans le roman sur notamment le fait de savoir lire et je te propose qu'on parte sur cet extrait qu'on va, quand même recontextualiser. Il s'agit en fait, d'un moment où les enfants, donc les enfants, biologiques, du père, vont demander à leur père, si enfin, leur dire: «Mais papa, tu es allé dans le désert aussi?» Et il se trouve ils posent pas cette question par hasard, ils posent cette question parce qu'elle est en lien avec une photo que eux mêmes n'ont pas trouvée, mais qui a été trouvée dans les replis du canapé par, le fils de Jean Tabar, voilà exactement, Jean Tabar fils, qui ne voit pas voit une inscription qui n'est pas du tout celle, à laquelle on pourrait s'attendre parce qu'en fait sur cette photo, on voit du sable à perte de vue et écrasé au fond, à l'arrière-plan, un navire.
Je ne vous mentionne pas l'inscription d'origine que vous trouverez dans le roman, parce que comme ça vous incitera à le lire. Mais par contre, dans l'extrait, on va découvrir ce que Jean Tabar-Fils mentionne sur cette inscription. C'est vrai que tu as aussi été dans le désert? Qui le dit? La photo? Quelle photo? Celle que tu as perdue dans le canapé, regarde. Ah, celle-là, vous trouvez que ça ressemble à un désert? Oui, il n'y a que du sable. C'est vrai, plus que du sable. Est-ce que vous savez lire, les enfants? Non, la maîtresse est partie avant. Moi, je sais. C'est pas vrai, il ne va même pas à l'école. Et que lis-tu au dos de la photo? C'est écrit « Le désert » en tout petit. Bravo, Jean Tabar, mon fils. Tu sais lire entre les lignes. Alors, papa, tu nous raconteras le désert? Il y a des navires dans le désert? Alors, évidemment, on se doute en tant qu'adulte que, en fait, ce désert n'est pas vraiment un désert. En fait, c'est très probablement l'océan loin asséché. Et lui, il a lu cette inscription, Jean Tabar, mais on peut se poser 1000 questions de pourquoi il mentionne que c'est le désert, peut-être pour ne pas désillusionner les enfants qui s'imaginent que leur père était sur un bateau, vu qu'il a raconté pendant tout le roman ces histoires de navigation et de marins, etc. Mais cette question d'accès à la lecture, d'accès au sens, etc., finalement de compréhension des mots, elle est importante dans les 3 romans. D'une part parce que, dans La Terre tremblante, l'ange boiteux, dont on découvre le nom à la fin, donc je ne vais pas le divulgacher, part rejoindre ou en tout cas tenter de rejoindre Bartholomé de Ménibus avec la bibliothèque qu'elle avait composée dans son chalet au village, le tout porté sur une luge. Donc elle part avec ses livres et elle ambitionne, si un jour elle retrouve Bartholomé, de lui faire lire autre chose que sa Bible et son livre de contes, puisqu'il n'a lu que ces 2 ouvrages dans sa vie, et que lui dit d'ailleurs dans le roman préférer les livres avec des images ou romans, disons, longs et compliqués, ou en tout cas moins abordables pour lui. On a toujours dans le même roman une référence à une bibliothèque qui aurait été bien utile pour passer de très longues heures dans un ascenseur qui monte jusqu'à l'espace. Là aussi, on vous laisse découvrir. Et puis, dans le cas comme Almanach, ben, l'accès à la lecture, à la compréhension est extrêmement importante puisque c'est un des enjeux fondamentaux de Simon le Lampiste que d'apprendre à lire à cet enfant dont on ne sait pas trop bien l'âge qu'il a, enfin en tout cas ni quand il est trouvé au lac Mer, ni sur la fin du roman, mais dont il cherche tout au long du récit à lui apprendre à lire avec différents moyens de lecture, donc à l'accès à la bibliothèque qui est toujours entravée aussi d'ailleurs, hein, qui est de plus en plus menacée par les eaux jusqu'à finalement ne plus être accessible du tout. Et finalement arriver sur, par hasard, dans la bibliothèque d'un particulier dans laquelle on va trouver un almanach. Enfin un almanach, oui, et puis effectivement on pourrait c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même très différent d'un imagier et l'almanach tel que tu le présentes en tout cas, a une façon très, très, très différente de fonctionner des imagiers pour enfants habituels pour l'apprentissage de la lecture. Heu, pourquoi alors on va en reparler de l'almanach tout de suite, mais pourquoi finalement cette importance donnée aux livres, à ce qu'ils véhiculent peut-être, au fait qu'on a besoin de les avoir avec soi, que quand on n'y a pas accès finalement c'est une problématique. Pourquoi les avoir intégrés systématiquement dans des romans, dans des formes différentes aussi? Bon, alors, peut-être pour répondre pour K comme Almanach, c'est un livre qui est sur la transmission, hein, puisque c'est ce Simon qui tombe sur un petit dont il doit s'occuper alors qu'il n'est pas du tout père. Et forcément que vient la question de la transmission, hein. Moi aussi, j'ai eu des enfants, ça fait aussi un peu référence à ce que j'ai vécu. Quand on a des enfants, on se demande qu'est-ce qu'on va leur transmettre. Alors il y a des gens, ils ont des métiers faciles à retransmettre, puis pour moi, l'écriture, c'était encore un peu plus abstrait. Donc j'avais vraiment à cœur d'apprendre à lire à mes enfants, moi-même, en fait. Et puis il faut dire qu'on a un passé, dans la famille, ma mère avait utilisé une méthode américaine, la méthode globale de Glenn Doman, ce qui fait qu'elle nous montrait des grands panneaux, bon, et puis en quelques mois, on savait lire, presque miraculeusement, et puis ça c'est toujours resté un peu dans la famille comme un truc, on se rappelle pas avoir appris à lire, donc on n'a pas à nonner les syllabes, quoi. D'un coup, c'était comme ça. Du coup, j'ai repris cette méthode et puis avec mon fils, ça n'a pas du tout marché, en fait.
Et du coup, c'est l'instruction publique qui s'est chargée de lui apprendre parfaitement à lire avec les syllabes. Mais, en tant que mère, du coup, j'ai un peu dû me ravaler ravaler mes ambitions, quoi, là-dedans. Et puis, du coup, j'avais envie de relater cet événement-là, parce que c'est vrai que pour moi, c'est central, comme écrivaine de la lecture, mais aussi parce que le livre, c'est un moyen, et c'est ça qu'on a aussi dans le premier, La Terre tremblante, de voyager tout en restant immobile, de s'entourer de gens si on est très timide, d'apprendre, d'avoir des connaissances, si on n'a pas d'autres occasions de les obtenir. Enfin, c'est vraiment un moyen de pallier plein de choses, voilà, le mouvement, le voyage, si on a des difficultés relationnelles, on peut toujours, avoir des pairs dans les livres, avoir une ribambelle d'amis. Si on n'aime plus, le pair qu'on a dans un livre, on change de livre, on en a un autre. Enfin, voilà, pour moi, c'est essentiel. Donc voilà pourquoi je l'ai introduit dans ces 3 livres. Et tu le mentionnes d'ailleurs dans le cas comme Almanach, le fait que ce qui est merveilleux dans les livres, c'est qu'on peut changer de famille quand on en a envie, il suffit d'en ouvrir un autre, ou d'amis d'ailleurs, ça marche aussi. Est-ce que tu es finalement, une mère aussi exigeante qu'elle est ton almanach dans le cas comme Almanach? Puisque ton almanach, je l'ai mentionné, ne fonctionne pas du tout comme un imagier, on dit pas, A comme abeille et cetera. Non, toi tu dis A comme mimosa, B comme immeuble, C je l'ai plus en tête, mais alors le I, je me rappelle, c'est I comme allons-y, mais où il n'y a pas de I du coup, mais il y a le son I. Oui, c'était parce que j'ai été confrontée à expliquer à mon fils, pourquoi C, on apprenait C comme ciseaux, et puis, C comme, chameau, C comme je sais pas quoi, enfin, cabane. Il y a 36 façons de dire le son K, et puis c'est hyper difficile à expliquer. La langue française est hyper difficile à expliquer à quelqu'un qui apprend. Enfin, et je me suis confrontée à ces difficultés, et je trouvais ces abécédaires un petit peu maigres. Alors j'avais envie d'en fabriquer un autre, où c'est vrai que E comme O, oui, ça commence par un E, mais ça se prononce pas de la même manière. Enfin, c'est vraiment assez confusant. Donc voilà, j'ai envie de créer ce propre almanach un peu qui reflétait cette ambiguïté. Et puis, ça, c'est aussi K comme almanach, c'était aussi un petit clin d'œil à la prononciation de mon nom de famille, puisque, en fait, ça s'écrit avec CH, la fin de mon nom, mais souvent on prononce Urech. Alors je dis toujours non, c'est Urech c'est Urech comme almanach. Du reste, dans ton roman, l'almanach ne va pas jusqu'à K, il s'arrête à J et on vous laissera le découvrir puisque ça arrive très en bout de course du roman avec un très joli exemple qu'on ne divulgâchera pas dans ce podcast. Mais puisque tu disais que les livres font voyager, je te propose d'entamer avec toi une rubrique qu'on aime bien dans notre podcast, qui est Mona lira un livre dans ta pile. Qu'y a-t-il actuellement, Marie-Jeanne, dans ta pile de lecture? Bon, il y a tout plein de trucs parce que je fréquente beaucoup les boîtes à livres, donc je prends des trucs à gauche, à droite, puis il y a plein de choses qui me disent, mais il y en a un qui est là depuis un moment et qu'il faut que j'attaque, c'est Voyage au bout de la nuit, que j'ai jamais lu encore. Et je me réjouis énormément de le lire parce que j'ai eu Mort à crédit, j'ai lu Londres récemment, et puis c'est des livres, qui ne m'ont pas laissé de marbre, et puis qui marquent un avant et un après dans ma conception de la littérature. Donc je me réjouis d'entamer Voyage au bout de la nuit. Donc un nouveau Céline en perspective. Et on a l'habitude d'achever le podcast sur une question qu'on pose toujours à nos invités et invitées, c'est: à ton avis, pour toi, Mona, elle lira comment? Mona lira et abracadabra. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Vous écoutiez le 5e épisode de Mona lira, le podcast de la bibliothèque accessible monalira.org. C'était un podcast animé par Céline Vichard en présence de l'autrice vaudoise Marie-Jeanne Urech, à la technique Sébastien Schopfer, au montage Gianluca Alaria, une musique originale de Soundloose. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une pluie d'étoiles sur les plateformes, et on se réjouit de vous retrouver pour le 6e épisode, dernier épisode du semestre, avec Alexandre Regat qui viendra nous présenter son tout premier roman, Les Réprouvés, publié chez Presse Inverse.
Le podcast sera enregistré dimanche 22 juin 2025 entre 17h et 18h. On vous dit à très bientôt!